Camarades peuple d'Afrique, peuple du Mali, mes chers frères de l'AES. Ah, chers camarades, la souveraineté a une saveur paradisiaque. La souveraineté est merveilleuse, chers camarades peuple d'Afrique. Appelez Draman, il n'a qu'à venir voir ce qu'on appelle souveraineté. Il n'a qu'à venir voir, chers camarades peuple d'Afrique. Grâce à Assimi Goïta, le Mali va raffiner maintenant son or. Le Mali va raffiner maintenant son or. Grâce à Assimi Goïta et l'accord avec l'entreprise russe Yadran. Mais le Mali a 62% dans le capital de cette raffinerie. La Russie a 38%. Le Mali a 62%. Ah, chers camarades d'Afrique, c'est pas merveilleux ça. C'est pas la souveraineté ça. On va écouter ici le grand Assimi Goïta lui-même. Et puis on va décortiquer. On est parti. La pose de la première pierre de l'usine d'affinage d'or du Mali d'une capacité de 200 tonnes est la suite logique des recommandations des assises nationales de la refondation au cours desquelles le peuple malien a demandé à ce que l'or du Mali brille pour les Maliens. C'est dans ce cadre que plusieurs actions ont été initiées, à savoir l'audit du secteur minier, l'élaboration et l'adoption du code minier et aussi la loi sur le contenu local. Aussi, nous avons créé la Société d'État de recherche et d'exploitation minière et aussi nous avons eu à renégocier les contrats dans lesquels les intérêts du peuple malien n'étaient pas du tout respectés. La réalisation de la raffinerie d'or du Mali est une affirmation de notre souveraineté économique et cela permet non seulement de contrôler et surtout de suivre la traçabilité de la production d'or. Aussi, cela permet non seulement de rentabiliser les revenus tirés de l'or et de ses produits dérivés. Changement de configuration donc de l'exploitation des ressources minières avec la récupération du manque à gagner pour le Mali sur ses propres ressources. Jusque-là, le Mali se contentait de l'extraction du minerai et de l'exportation vers d'autres pays disposant d'usines d'affinage, ce qui limitait le contrôle sur la production. Mais cette usine va changer la donne en renforçant le dispositif de contrôle d'exploitation du secteur minier, une conviction présidentielle. Le plus important est que la nouvelle usine d'affinage d'or sera la seule entité à affiner l'or de toutes les sociétés minières installées au Mali. Et cela va forcément accroître le nombre d'emplois directs et indirects pour la jeunesse malienne. Et je tiens à vous rappeler que depuis 1980 à nos jours, l'or du Mali est exporté pour affinage et vente dans les pays comme les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud et la Suisse. Et cela prive notre pays de revenus substantiels pour le développement de son économie. Pour la réalisation de sa raffinerie d'or, le Mali est accompagné par la Fédération de Russie à travers la société Yadran, avec laquelle le partenariat se solidifie et se diversifie pour toucher plusieurs autres secteurs de développement. Et je voudrais aussi saluer la coopération entre la Fédération de la Russie et le Mali, qui ne cesse de se renforcer davantage. Et nos partenaires russes nous accompagnent dans le cadre de l'expertise et surtout dans le cadre du transfert de compétences. Et je tiens vraiment à saluer aussi particulièrement la société Yadran. Et je voudrais aussi féliciter le Premier ministre, les membres du gouvernement et surtout aussi le ministre des Mines et les demander d'être vigilants et de suivre, de respecter le délai prévu pour la construction de cette usine d'affinage d'or qui est tant attendue par le peuple malien. C'est un partenariat entre la Russie et le Mali qui se renforce aujourd'hui et qui se diversifie. Exactement. En plus du partenariat sur le plan sécuritaire, nous avons maintenant développé d'autres partenariats sur le plan économique. Et lors de notre échange avec le président Vladimir Poutine, il a dit, je cite, que le partenariat sur le plan sécuritaire est déjà verrouillé. Nous devons aller pour le partenariat stratégique sur le plan économique. Et je pense que l'usine d'affinage d'or et d'autres projets qui sont en cours
d'élaboration permettront effectivement d'aller vers le développement de notre pays. Géopolitique et géostratégie obligeant, pas de communication sur la durée des travaux, ni le budget qui sera consacré à la construction de la raffinerie. C'est le résultat qui compte. La raffinerie d'or du Mali sera bâtie sur 5 hectares avec une capacité d'affinage de 200 tonnes d'or par an. Cette usine sera conçue selon les normes de raffinerie internationale. Une autre étape de mise en œuvre du Code minier de 2023 avec une perception mieux appréciée de l'impact de l'industrie minière. De quoi rassurer les populations à qui les retombées économiques sont destinées. Elle l'exprime de vive voix. Vous avez compris? Depuis 1980, à nos jours, l'or du Mali est envoyé ailleurs pour être affiné. Les entreprises minières viennent pomper l'or du Mali et ils envoient ailleurs pour aller donner de l'emploi à ces gens-là. C'est-à-dire que ce que le capitaine a dit quand il est parti dans le sud, où il allait inaugurer la réhabilitation de l'usine de cajou, là. Il a dit, et ils ont fermé l'entreprise. Si nous prenons nos noix de cajou pour envoyer chez eux là-bas, les femmes qui travaillaient ne travailleront plus. C'est d'autres femmes qui vont travailler là-bas à la place de nos femmes d'ici. C'est-à-dire que en envoyant nos matières premières, on envoie nos emplois là-bas pour aller donner là-bas. Et ils travaillent à notre place. Donc, ce que l'or du Mali apportait comme emploi en Afrique du Sud, aux Émirats Arabes Unis et dans d'autres pays là, cet emploi-là sera donné aux Maliens maintenant. Première chose, les emplois directs et indirects, déjà, première chose. Au niveau économique, quand tu envoies comme ça, là, il y a des déchets d'or qui sont exploités à d'autres fins. Tout ça, là, le Mali lui va contrôler ça maintenant. Et au-delà de ça, le Mali lui va contrôler maintenant clairement l'exploitation de l'or dans son pays. Tu ne peux plus sortir à l'or du Mali pour aller affiner ailleurs. Jamais de la vie, c'est le Mali lui-même. Deuxième avantage. Troisième avantage. L'aspect économique. 62% pour le Mali. 38% pour la Russie. Et puis les Russes sont contents. Ils sont contents. Ils sont contents. 38% ils sont engagés. Mais le gisement baleine en Côte d'Ivoire, on exploite le pétrole et le gaz en même temps. On exploite le pétrole et le gaz en même temps. La Côte d'Ivoire a combien de besoin? 12%. La Côte d'Ivoire a 12%. Et ils ont 88%. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Et puis, le pétrole brut, c'est le brut qui s'en va. Hein? C'est le brut qu'on prend pour aller. Je pense que le gaz même est liquéfié pour envoyer. Le gaz est liquéfié pour envoyer. Ailleurs. Ils vont aller raffiner ça ailleurs. Voilà l'importance de la souveraineté dans un pays. Tu décides de la politique économique. Tu décides de la politique militaire. Tu décides de la politique monétaire. Tu décides de la politique générale de ton pays. Ce que tu veux faire, tu fais. Selon les attentes de ton peuple. Vous comprenez? C'est pour ça que nous nous battons. C'est ça là. C'est pour ça que nous nous battons. On ne se bat pas pour nous. On ne se bat pas pour nous-mêmes. Hein?
Hey, si on se battait pour nous-mêmes, on est déjà devenus riches. Si on se battait pour nous-mêmes, on a maison déjà en Côte d'Ivoire partout. Et puis on est riche. Et puis on vit la vie de Louga. Hein? Mais comme on ne se bat pas pour nous-mêmes, on est obligé d'encaisser. Parce qu'on se bat pour une cause générale. Une cause qui nous dépasse. Qui dépasse notre personne. Moi, ma petite personne là, c'est quoi? C'est rien. À côté du combat que nous menons. C'est rien du tout. Moi, ma petite personne, c'est rien du tout. À côté du combat que nous menons. Assimi Goïta, sa personne même ne compte pas. À côté du combat que nous menons. Le capitaine Ibrahim Traoré, il met en parenthèse sa personne. Mais si il menait le combat pour sa personne là, ou bien le président Tchani, s'il menait ce combat pour leur personne là, il y a longtemps, les Blancs ont arrêté de les attaquer. Mais on les attaque parce que le combat que nous menons là, ça dérange leur confort. Ça diminue le confort de leurs citoyens. Ça réduit leur sécurité sociale. Ça diminue leur sécurité sociale. Ça diminue leur train de vie. Depuis le Niger a coupé l'électricité là, la France a mis 10% d'augmentation de l'électricité. Ça diminue le pouvoir d'achat des Français. En 2026, là, ils vont limiter encore 20% dessus encore. Ça va encore diminuer le pouvoir d'achat des Français. Est-ce que vous comprenez? Donc, si les Français, les citoyens français, sont acculés, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut commencer à regarder à gauche, à droite pour comprendre, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi la viande est en train de diminuer dans la sauce là? Pourquoi on n'arrive plus à manger 3 fois par jour? Pourquoi il y a aujourd'hui 2 millions de personnes âgées qui vivent sous le seuil de pauvreté en France? Pourquoi aujourd'hui près de 40% des Français ne mangent pas 3 fois par jour? Pourquoi? Ils vont se poser ces questions. Et quand ils vont comprendre que c'est parce que ça ne va pas en Afrique là. Ils vont dire, ah, donc ça ne va pas dire voler l'argent pour venir nous donner. Et nos impôts, vous mettez ça où? Ils vont commencer maintenant à s'attaquer à la politique de leurs dirigeants. Et ça, à ce moment, ça va commencer à péter. Ça va péter. Ça va péter. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, chers camarades d'Afrique, ça, les dirigeants français et occidentaux ne veulent pas que ça arrive. Donc, pour ne pas que ça arrive, il faut nous attaquer, nous empêcher d'accéder, d'acquérir notre souveraineté de façon générale. Ils ne veulent pas ça. Et ils ne veulent pas. Ils veulent contrôler nos ressources parce qu'ils n'en ont pas. Donc, il faut voler pour nous là. Pour faire comme si c'était pour eux. Ok. On peut vivre tranquillement. Hein. Mais au-delà même de leur confort, c'est des gens qui sont, on va dire, racistes, qui sont suprémacistes, qui se disent que leur race là, c'est supérieur pour nous. Donc nous là, on n'a pas droit au confort. On doit rester dans la pauvreté éternelle. On doit rester, chez un peu d'Afrique, dans la précarité éternelle. Eux là, ils doivent vivre dans le confort. Et puis nous, on doit être des malheureux. Nous, on doit demeurer leurs esclaves. Voilà ce qui est dans leur tête. Joseph Borrell, l'ancien chef de la diplomatie européenne, l'a dit. L'Europe est comme un jardin, et puis autour de l'Europe, c'est la jungle. Il a dit. Sergei Lavrov l'a dit clairement quand Abdoulaye Diop était à Moscou en 2022. Il a dit clairement, il dit, Jean-Yves Le Drian lui a dit
lui a demandé de retirer la Russie de l'Afrique. Parce que l'Afrique de l'Ouest, c'est pour la France. Il a dit clairement, nous on leur appartient. On leur appartient. Est-ce que vous comprenez ça? Des gens comme le Drian. Des gens comme le Drian. Quand tu regardes Adakassa, sa bouche sang, il est vilain, pur, c'est là-bas. Il ressemble à Makako. Wou. Il ressemble à Wou. Quand tu le regardes comme ça, là, un homme comme ça, tu regardes Jean-Louis Le Drian, tu ne peux pas manger devant lui. Il sent, il pue. C'est lui qui va dire que l'Afrique l'appartient. Et les dirigeants Waworo qui acceptent ça, qui assimilent ça. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous nous battons contre tout ça. Et on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, je félicite le président Goïta. Et je crois, la semaine prochaine ou cette semaine, je crois que c'est le 21, 22, il sera à Moscou avec Sadio Kamara. Il sera à Moscou. On va faire sur ça en direct, Inch'Allah. Frère, s'il se vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les brillants panafricains. Babo présente quoi en octobre prochain. Inch'Allah. On est ensemble.